La pluie battait le trottoir comme une volée de balles, chaque goutte explosant en 1000 fragments scintillants. Lucas Hartley, 7 ans, se tenait paralysé au coin de la 42e rue et de Lexington Avenue, ses petits doigts crispés sur la moitié brisée de sa canne blanche. L'autre moitié gisait quelque part derrière lui, dans le chaos, piétiné par la rivière incessante de pieds qui n'avait pas cessé, pas remarqué, pas porté attention. La ville rugissait autour de lui, les sirènes gémissaient comme des banshés, les klaxons hurlaient, une symphonie enragée de voix criant dans des langues qu'il ne pouvait identifier. Chaque son s'écrasait sur lui de toutes les directions, rendant toute orientation impossible. Son manteau de créateur, celui que son père avait insisté pour qu'il le garde en sécurité et au chaud, était maintenant lourd de pluie, tirant sur ses petites épaules comme des mains cherchant à l'entraîner vers le bas. « Papa !» Sa voix se brisa, sa gorge rauque à force de crier. « Au secours, s'il vous plaît. Je ne vois rien. » Une femme le frôla, son parapluie le frappant au visage. Il trébucha en arrière, son pied glissant du trottoir. Le sol disparut sous lui, et soudain il tomba. Des bras forts l'attrapèrent, le ramenèrent en arrière. Doucement, petit homme. Je te tiens. La voix était jeune, peut-être un adolescent, avec une chaleur qui transperça la panique de Lucas. Des mains, douces mais sûres, le guidèrent de nouveau sur le trottoir. Ça va aller, continua la voix. Noah Jackson, 17 ans, s'agenouilla, touchant délicatement la main de Lucas pour que le garçon sache exactement où il était. Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. Je m'appelle Noah. Peux-tu me dire ton nom? Lucas s'effondra en avant, son petit corps secoué de sanglots alors qu'il se pressait contre cet inconnu surgi de nulle part. Lucas. Lucas Hartley. Je ne vois rien. Je suis aveugle et je suis perdu. Et mon papa? Mon papa va être si effrayé. Il a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose, et maintenant, chut. Ça va aller, Lucas. La voix de Noah resta calme, bien qu'à l'intérieur, son esprit s'emballait. Hartley. Il connaissait ce nom. Tout le monde à New York connaissait ce nom. Christopher Hartley, le magnate de la technologie milliardaire dont le visage ornait le magazine Forbes. Et c'était son fils, aveugle et seul dans l'une des pires parties de la ville pendant une tempête. Noah regarda cet enfant, trempé, des vêtements coûteux, boueux et déchirés, plus effrayé que n'importe quel enfant ne devrait l'être, et prit une décision qui allait choquer tous ceux qui entendraient cette histoire plus tard. Au lieu d'appeler immédiatement le 911, au lieu de chercher le policier le plus proche, au lieu de penser aux récompenses ou à la reconnaissance, Noah fit quelque chose de tout autre. Il retira son propre sac à dos, celui qui contenait tout ce qu'il possédait au monde, et le posa. Puis il souleva Lucas, installant le garçon sur son dos avec une aisance pratiquée. Il savait ce qu'il devait faire. Ce n'était pas une question de logique, mais de cœur. C'était un appel qu'il ne pouvait ignorer. « Lucas, je vais t'aider à rentrer chez toi. Je vais être tes yeux, d'accord? À chaque pas, tu te tiens juste fort et tu me fais confiance. » Lucas, agrippé à lui comme à la seule chose solide dans un monde devenu liquide, murmura, « Mais comment? Je ne sais même pas où je suis. Je ne me souviens plus. Tout sonne différemment et sent différemment. » On va trouver une solution ensemble, dit Noah avec une certitude apaisante. Peux-tu me dire quelque chose sur l'endroit où tu vis? N'importe quel détail. Lucas pressa son visage contre l'épaule de Noah, réfléchissant intensément. C'est un grand immeuble. Vraiment très grand. Il y a une fontaine dehors avec 3 niveaux qui fait un bruit comme la pluie, mais plus doux. Et notre portier s'appelle Gérald. Il a un accent britannique et m'appelle toujours Maître Lucas, même si papa lui dit de ne pas le faire. L'esprit de Noah cartographiait la ville avec la connaissance intime de quelqu'un qui avait dormi dans ces rues pendant 8 mois. Grand immeuble, fontaine à 3 niveaux, portier britannique. C'était le Upper East Side, à des kilomètres d'ici, des heures de marche sous cette tempête. Il baissa les yeux sur ses chaussures, maintenues ensemble par du ruban adhésif qui commençait déjà à se détacher sous la pluie. Puis il regarda la canne cassée dans la main de Lucas, la terreur dans les yeux non-voyants de cet enfant, et sut qu'il n'y avait pas d'autre choix. Très bien, Lucas, nous partons à l'aventure. Je vais te raconter tout ce que nous croisons, chaque son et chaque odeur, pour que tu saches exactement où nous sommes. Ce sera comme si je peignais des images avec des mots.
Peux-tu m'aider en me disant ce que tu entends et ce que tu sens aussi? Nous naviguerons ensemble. Pour Lucas, c'était une lueur d'espoir inattendue, une main tendue dans l'obscurité. Mais pour comprendre comment ils en étaient arrivés là, il fallait remonter 5 heures plus tôt, à un moment où le soleil brillait encore sur New York. 5 heures plus tôt, le soleil brillait avec une chaleur qui faisait oublier aux New-Yorkais l'hiver brutal qu'ils venaient de traverser. Le festival de printemps avait transformé Central Park en un pays des merveilles de musique, de nourriture et de rire. Christopher Hartley se tenait dans son bureau pentouse, observant à travers les baies vitrées les tentes colorées qui fleurissaient sur l'herbe en contrebas. « S'il te plaît, papa. » Lucas le suppliait depuis des semaines. « Tous les enfants de ma classe y vont, même Tommy, et il est en fauteuil roulant. Je veux juste être normal pour une fois. » Normal. Le mot frappa Christopher comme un coup physique. Son fils ne serait jamais normal. Né avec l'amorose congénitale de l'ébé, Lucas n'avait jamais vu le visage de son père, jamais vu un coucher de soleil, jamais vu les larmes que Christopher versait en privé, pleurant les expériences que son fils ne vivrait jamais. C'est trop dangereux, Lucas. La foule, le bruit. C'est ce que tu dis toujours. La voix de Lucas s'était élevée, la frustration transperçant sa nature habituellement douce. J'ai 7 ans, pas un bébé. Maman m'aurait laissé y aller. Sarah, la femme de Christopher, décédée 2 ans auparavant d'un cancer qui l'avait emporté en 6 mois. Elle aurait laissé Lucas y aller. Elle croyait qu'il fallait laisser leur fils vivre sa vie, pas seulement la survivre. Christopher avait cédé, mais avec des conditions. Maria, la nounou qu'ils employaient depuis 3 ans, maintiendrait un contact physique constant. Lucas porterait son traceur GPS, son bracelet d'alerte médicale et son téléphone d'urgence. Il resterait exactement 2 heures, pas plus. Merci, papa. Lucas l'avait serré dans ses bras avec une joie si pure que Christopher avait presque changé d'avis. Presque. Le festival était tout ce dont Lucas avait rêvé et plus encore. Maria tenait fermement sa main alors qu'il naviguait à travers la foule, sa voix peignant des images de tout ce qui les entourait. Lucas absorba chaque sensation, la douceur de la barbe à papa fondant sur sa langue, la chaleur du soleil sur son visage, le rythme des musiciens de rue jouant du jazz, le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que son monde protégé et isolé. « On peut s'approcher de la musique ?» demanda-t-il, tirant Maria vers la scène principale où un groupe se produisait. « D'accord, mais reste prêt. » La foule s'épaissit. C'est là que tout a mal tourné. Le groupe termina son set et l'annonce arriva, « Mesdames et messieurs, le défilé commence dans 2 minutes. Veuillez faire de la place. » La foule déferla comme une vague vivante. Quelqu'un se faufila entre Maria et Lucas, un homme de grande taille essayant d'amener ses propres enfants à un meilleur endroit pour voir. La main de Maria fut arrachée de celle de Lucas. « Lucas !» cria Maria, mais le son fut englouti par des milliers de voix qui acclamaient. Alors que le défilé commençait, Lucas tendit désespérément les mains, ses doigts trouvant du tissu, de la peau, n'importe quoi, mais rien de familier. Le coude de quelqu'un le frappa au visage. Une femme marcha sur sa canne, le craquement de sa rupture, perdu dans le chaos. Il fut emporté par la foule comme du bois flotté dans un tsunami. Maria, au secours! Je ne vois rien. Maria! La panique réécrit le cerveau d'un enfant, surtout un enfant qui navigue dans le monde par le son et le toucher. Quand les 2 sens sont submergés par le chaos, au lieu de rester immobile, Lucas tenta de se diriger vers l'endroit où il pensait que la voix de Maria avait été. Chaque pas l'éloignait de l'endroit où elle le cherchait frénétiquement, criant son nom à une foule sourde. Le bruit du défilé était assourdissant. Tambours, trompettes, gens qui applaudissaient. Lucas n'entendait rien de familier. Ne pouvait pas s'orienter. Quelqu'un le bouscula, le faisant tomber. Son téléphone d'urgence tomba de sa poche, immédiatement piétiné. Son bracelet s'accrocha à quelque chose et se déchira. Il était vraiment seul maintenant, un enfant aveugle dans un océan de chaos. Pendant ce temps, à l'exact moment où Lucas célébrait sa petite liberté, Noah Jackson se cachait dans la section de référence de la bibliothèque publique de New York, essayant de grappiller quelques heures de sommeil avant que la sécurité ne fasse sa ronde matinale. Le sol de marbre était froid contre sa joue, mais c'était plus sûr que le refuge, où les enfants plus âgés volaient tout ce qui n'était pas physiquement attaché à votre corps.
Noah était dans le système de famille d'accueil depuis l'âge de 5 ans, lorsque sa grand-mère, sa seule famille, était décédée d'un accident vasculaire cérébral en le conduisant à l'école. 12 ans, 15 foyers différents, chacun se terminant de la même manière, nous ne pouvons plus le gérer. Non pas parce que Noah était mauvais, mais parce que le système était brisé, et les systèmes brisés brisent les enfants. 8 mois plus tôt, le jour de ses 18 ans, il avait atteint l'âge limite. Le foyer de groupe lui avait donné un sac poubelle pour ses affaires, $200 et une brochure sur les services pour sans-abri. Joyeux anniversaire. Bonne chance. Au revoir. Depuis, Noah avait survécu grâce à sa détermination, son intelligence et le genre de débrouillardise que l'on acquiert sans filet de sécurité. Il travaillait à des petits boulots quand il en trouvait, déplaçait des cartons, nettoyait des bureaux la nuit, tout ce qui payait en espèces et ne demandait pas d'adresse qu'il n'avait pas. Il avait maintenu une moyenne de 4.0 pendant sa dernière année de lycée tout en étant sans abri, et avait même été accepté à City College pour l'ingénierie. Mais il fallait une adresse pour s'inscrire au cours. Il fallait de l'argent pour les livres. Il fallait croire que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Le festival était aussi un lieu où Noah avait un plan simple, tenir sa pancarte en carton près des sorties où les familles heureuses pourraient épargner $1 ou 2. Il n'était pas fier de mendier, mais la fierté ne remplissait pas un estomac vide. Il avait trouvé un bon endroit près de l'entrée du métro, assez loin de la sécurité pour éviter le harcèlement, mais assez proche du passage pour piétons pour que cela compte. Sa pancarte disait « Sans abri ». Tout est la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Simple, honnête, discret. Il regardait les familles passer. Des parents achetant à leurs enfants tout ce qu'ils désignaient. Des couples partageant de la nourriture trop chère. Des adolescents riant en groupe. Il essayait de ne pas ressentir d'amertume. L'amertume était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Cela prenait de l'énergie dont il avait besoin pour survivre. 3 heures après le début du festival, Noah avait gagné $7, assez pour un repas s'il était prudent. Il était sur le point de partir lorsqu'il entendit quelque chose qui le fit se figer. Noah avait développé un 6e sens pour les problèmes pendant ces mois dans la rue. Il pouvait savoir quand une bagarre était sur le point d'éclater, quand les flics étaient sur le point de fouiller une zone, quand le danger approchait. Mais il avait aussi développé autre chose, une incapacité à ignorer les enfants en détresse. Peut-être était-ce parce qu'il se souvenait d'avoir 5 ans, de regarder sa grand-mère mourir, de crier à l'aide qui était arrivé trop tard. Peut-être était-ce à cause de tous les enfants plus jeunes dans les foyers d'accueil qu'il avait essayé de protéger. Quelle que soit la raison, quand Noah entendit un enfant pleurer, non pas des pleurs de caprice, mais des pleurs de terreur, son corps bougea avant que son esprit ne puisse l'arrêter. Il n'avait aucune idée qu'il n'avait que 17 minutes avant que leur monde ne se rencontre. Lucas avait atteint l'intersection de la 42e et de Lexington, à des kilomètres du festival, au cœur d'un quartier de la ville dont son père aurait fait des cauchemars. La pluie avait commencé soudainement, violemment, transformant les rues en rivières. La canne cassée de Lucas était inutile. Il se tenait figé, l'eau coulant sur son visage, se mêlant à ses larmes. Des gens se pressaient avec des parapluies, pas un seul ne s'arrêtant pour l'enfant bien habillé qui était clairement perdu. Certains supposaient qu'il était avec quelqu'un à proximité. D'autres ne voulaient tout simplement pas s'impliquer. Quelques-uns pensèrent à s'arrêter, mais se convainquirent que quelqu'un d'autre aiderait. Lucas sentit le trottoir avec son pied, ne réalisant pas que cela signifiait la rue. Le bruit de la circulation était tout autour de lui. Il ne pouvait pas dire quelle direction était sûre. Il fit un pas en avant. Noah laissa tomber sa pancarte et courut. Il attrapa Lucas juste au moment où un taxi passait à toute vitesse, si près que le vent les fit tous les deux reculer. Noah serra le garçon contre sa poitrine, sentant tout le corps de l'enfant trembler de terreur. « Et, ça va aller. Tu es en sécurité. Je te tiens. » Noah garda sa voix calme, bien que son propre cœur s'emballait à cause de l'échappée belle. « Je suis Noah. Comment t'appelles-tu, mon pote ?» Lucas, sanglota le garçon, s'accrochant à Noah comme s'il était la seule chose solide dans un monde devenu liquide. « Je ne vois rien. Je suis aveugle et je suis perdu et je veux mon papa. » Noah regarda cet enfant, des vêtements de créateur valant plus que tout ce que Noah avait jamais possédé, clairement riche, clairement aimé par quelqu'un qui devait être fou d'inquiétude, et sut qu'il avait 2 choix. L'emmener à la police où il y aurait des questions auxquelles Noah ne pourrait pas répondre,
des soupçons sur un adolescent noir sans abri avec un enfant blanc riche, ou le ramener lui-même à la maison, être l'aide dont cet enfant avait désespérément besoin. Lucas, je vais t'aider à rentrer chez toi, mais d'abord, es-tu blessé quelque part? Tu vas bien? Lucas secoua la tête, puis hocha la tête, puis la secoua de nouveau. Ma canne s'est cassée. Quelqu'un a marché dessus. Et mon bracelet est parti, et mon téléphone, et je ne sais pas où je suis. Ça va aller. On va trouver une solution ensemble. Noah remarqua que la pluie s'intensifiait. Il avait une seule veste, un coupe-vent fin troué. Sans hésitation, il l'enleva et l'enroula autour de Lucas. Tiens, ça te gardera au sec. Mais et toi? Je suis étanche, mentit Noah avec un sourire que Lucas ne pouvait pas voir mais pouvait entendre. Maintenant, parle-moi de ta maison. N'importe quel détail dont tu te souviens. Alors que Lucas décrivait la fontaine, le portier, le grand immeuble, l'esprit de Noah cartographiait déjà l'itinéraire. Cela prendrait au moins 1 heure de marche, plus longtemps en portant un enfant sous une tempête. Ses chaussures tombaient déjà en morceaux. Il n'avait nulle part où dormir cette nuit s'il ratait le couvre-feu du refuge. Rien de tout cela n'avait d'importance. Très bien, Lucas, monte sur mon dos. Nous allons trouver ton papa. Vraiment? Tu vas me ramener à la maison? Je te le promets. Et Lucas, je vais te décrire tout ce que nous croisons. Chaque son, chaque odeur, chaque virage. Tu sauras exactement où nous sommes tout le temps. D'accord? D'accord, la voix de Lucas était petite mais pleine d'espoir. Alors que Noah soulevait le garçon sur son dos, il aperçut leur reflet dans une vitrine. Un adolescent sans abri en vêtements déchirés portant un enfant riche et aveugle sous une tempête. Il savait à quoi cela ressemblait. Il connaissait les suppositions que les gens feraient. Il connaissait le risque qu'ils prenaient. Mais parfois, faire ce qui est juste ne concerne pas ce qui est sûr, intelligent ou logique. Parfois, il s'agit d'être la personne dont un enfant effrayé a besoin, même quand on n'a rien à donner que soi-même. Dans exactement 10 minutes, ils commenceraient un voyage qui changerait leur vie pour toujours. La pluie avait transformé les vêtements de Noah en une seconde peau, froide et lourde. Ses dents claquaient alors qu'il portait Lucas à travers le 12e pâté de maison, ses jambes tremblant d'épuisement et de froid. Mais il continuait à raconter, gardant sa voix stable pour le petit garçon sur son dos. Nous passons devant une librairie maintenant. Une de ces vieilles avec l'auvent vert. Ça sent le café et le papier. La voix de Noah se brisa à cause du froid. Presque arrivé, mon pote. Ton immeuble devrait être dans le prochain pâté de maison. Lucas resserra ses bras autour du cou de Noah. Tu trembles. On devrait s'arrêter. Tu as besoin de te réchauffer. Ça va, mentit Noah. Ses lèvres étaient bleues de froid. Regarde, je veux dire, je peux voir une fontaine devant. 3 niveaux, exactement comme tu l'as décrite. L'immeuble Hartley s'élevait à 50 étages dans les nuages d'orage, tout de verre, de marbre et d'argent. Noah était passé devant des bâtiments comme celui-ci 100 fois, sachant qu'il n'y appartiendrait jamais. Mais aujourd'hui, il se dirigea droit vers les portes dorées. Gérald, le portier, les regarda, un adolescent noir trempé portant Lucas Hartley, et sa main se posa directement sur le bouton d'alarme. Attendez! Cria Lucas, sentant Noah se raidir. Gérald, c'est moi. C'est Noah. Il m'a sauvé. Il m'a ramené à la maison. Maître Lucas, la voix de Gérald se brisa. Oh mon Dieu! Monsieur Hartley a tout le NIP à votre recherche. Il y a des hélicoptères, des équipes de recherche. Il était déjà au téléphone. Monsieur Hartley, il est là. Lucas est là. Un jeune homme l'a ramené à la maison. Noah déposa délicatement Lucas dans le hall. Tu es en sécurité maintenant, murmura-t-il, reculant déjà vers la porte. Ton papa arrive. Où vas-tu? Lucas tendit la main, saisissant la manche trempée de Noah. Tu ne peux pas partir. Je n'ai pas ma place ici, mon pote. Tu es à la maison. C'est ce qui compte. Mais avant que Noah ne puisse faire un pas de plus, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent en grand. Christopher Hartley en sortit, son costume habituellement parfait en désordre, ses yeux fous de panique et de soulagement. Lucas.
Le milliardaire tomba à genoux, serrant son fils dans ses bras, le examinant, les larmes coulant sur son visage. « Es-tu blessé? Tu vas bien? Je pensais que je t'avais perdu aussi. » Noah comprit cela aussi. Il avait entendu Lucas mentionner sa mère pendant leur marche. Comment elle était morte 2 ans auparavant. Comment son père avait peur de tout maintenant. Pendant que Christopher tenait Lucas, Noah s'approcha de la porte. Il avait fait ce qu'il avait à faire, mais son mouvement attira l'attention de Christopher. « Vous, » dit Christopher, se levant mais gardant une main sur l'épaule de Lucas. « Vous l'avez ramené à la maison? »« Oui, monsieur. Il est en sécurité maintenant. Je devrais y aller. » « Sous cette tempête? Vous avez l'air d'être sur le point de vous effondrer. » La voix de PDG de Christopher prit le dessus. Celle qui commandait les salles de conseil. « Gérald, verrouillez les portes. Personne ne part tant que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. »« Papa, » Lucas prit la parole. « Noah m'a sauvé. J'allais marcher dans la circulation et il m'a attrapé. Il m'a porté sur des kilomètres sous la pluie. Il m'a donné sa veste. Il était mes yeux. » Christopher regarda cet adolescent, 17, peut-être 18 ans, trempé jusqu'aux os, portant des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs, tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir debout. « Quel est votre nom? »« Noah Jackson, monsieur. »« Où sont vos parents, Noah? » ?»« Ils doivent être inquiets. » Le rire de Noah était amer. Pas de parents, pas d'inquiétude. L'équipe de sécurité de Christopher arriva avec 2 détectives du NIP. Ils voulaient interroger Noah immédiatement, soupçonnant comment il avait trouvé Lucas. Peut-être était-il impliqué dans l'enlèvement, marmonna un détective, pas assez discrètement. « Enlèvement ?» La voix de Lucas monta en un cri perçant. « Personne ne m'a enlevé. Je me suis perdu. Noah m'a sauvé. Il aurait pu me prendre et m'emmener à la police pour une récompense, mais il ne l'a pas fait parce qu'il savait que j'avais peur. Il m'a parlé tout le long pour que je n'ai pas peur. C'est la procédure, mon garçon, dit le détective avec dédain. C'est à ce moment-là que Christopher Hartley montra pourquoi il était un milliardaire qui avait bâti un empire à partir de rien. Messieurs, sa voix était glaciale. Ce jeune homme a ramené mon fils sain et sauf. Il n'est pas un suspect. C'est un héros. Et si vous le traitez autrement, je ferai expliquer à vos supérieurs par mes avocats pourquoi le NIP interrogeait un bon samaritain alors que mon fils était porté disparu pendant 3 heures sous votre surveillance. Les détectives reculèrent, mais Noah était déjà à la porte. Je devrais y aller, dit-il doucement. Je suis content que Lucas soit en sécurité. Où? Demanda Christopher. Où irez-vous? Noah haussa les épaules. Le refuge s'il y a de la place. La bibliothèque sinon. Le refuge? La voix de Lucas était petite. Tu n'as pas de maison? Le hall devint silencieux. Christopher regarda ce garçon qui avait sauvé son fils. Il le regarda vraiment. Il vit les trous dans ses chaussures maintenus par du ruban adhésif. Il vit le sac à dos qui contenait clairement tout ce qu'il possédait. Il vit l'épuisement de quelqu'un qui avait survécu, pas vécu. Vous êtes sans abri, dit Christopher. Ce n'était pas une question. J'ai quitté les services sociaux il y a 8 mois, dit Noah, le menton haut, refusant d'être pris en pitié. Je me débrouille bien. Vous vous débrouillez bien? Répéta Christopher lentement. Vous avez 17 ans, vous vivez dans la rue, et vous vous êtes quand même arrêté pour aider mon fils. Vous l'avez porté sur 12 pâtés de maison sous une tempête, lui avez donné votre seule veste, et n'avez rien demandé en retour. Il avait besoin d'aide, dit simplement Noah. C'est ce que les gens font. Non, dit Christopher doucement. C'est ce que vous avez fait. La plupart des gens sont passés sans s'arrêter. Christopher insista, Noah, montez à l'étage, réchauffez-vous, mangez quelque chose. Noah résista jusqu'à ce que Lucas lui attrape la main. S'il te plaît, Noah, juste jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Tu es mon ami maintenant. Le Pentouse était tout ce que Noah avait imaginé et rien de tel. Oui, c'était immense avec des baies vitrées et des meubles qui coûtaient plus cher que la voiture de la plupart des gens, mais c'était aussi plein d'étiquettes en braille, de rembourrages de sécurité sur les coins et de chemins clairement conçus pour qu'un enfant aveugle puisse s'y déplacer.
Maria était là, pleurant et s'excusant. Christopher la renvoya sur le champ, puis reconsidéra quand Lucas le supplia de ne pas le faire. Ce n'était pas sa faute, papa. La foule était effrayante. Pendant que Noah se douchait et se changeait en vêtements secs, trop grands pour lui mais chauds, Christopher passait des appels. Au moment où Noah émergea, Christopher connaissait toute son histoire. Chaque foyer d'accueil, chaque transfert scolaire, le fait d'avoir atteint l'âge limite, les séjours au refuge, l'enfant qui avait obtenu une moyenne de 4.0 tout en étant sans abri. « Vous vouliez être ingénieur », dit Christopher. Noah se raidit. « Comment avez-vous ? J'ai des ressources. Je les utilise. Vous avez été accepté à City College mais n'avez pas pu y aller parce que vous n'aviez pas d'adresse, pas d'argent pour les livres. Je trouverai une solution, dit Noah sur la défensive. Je veux vous offrir quelque chose, dit Christopher. Pas de la charité, un emploi. Je n'ai pas besoin, laissez-moi finir. Lucas a besoin de plus qu'une nounou. Il a besoin de quelqu'un qui le voit comme un enfant capable, pas comme un handicap fragile. Quelqu'un qui peut lui apprendre à naviguer dans le monde avec confiance, pas avec peur, quelqu'un en qui il a confiance. Lucas hochait déjà la tête avec enthousiasme. Noah pourrait m'apprendre à être courageux comme lui. Le poste vient avec le logement et la nourriture, continua Christopher. Et je paierai vos cours du soir à l'université afin que vous puissiez travailler avec Lucas pendant la journée. La fierté de Noah luttait contre son épuisement. Il était si fatigué depuis si longtemps, fatigué d'avoir faim, froid, peur. Mais accepter la charité ressemblait à abandonner. Ce n'est pas de la charité, dit Christopher, lisant son visage. C'est un investissement en Lucas, en son avenir. Vous gagneriez chaque centime. Puis-je y réfléchir ? Bien sûr. Restez au moins cette nuit. La tempête empire. Mais c'est alors qu'ils découvrirent quelque chose qui leur glaça le sang. Le sac à dos de Noah était près de la porte. Quand il alla le vérifier, il trouva l'écran de son téléphone allumé avec une alerte d'urgence. Le refuge où il restait habituellement avait été inondé. Cet adolescent sans abri était porté disparu dans la tempête. « Je dois y aller », dit Noah d'urgence. « Ce sont mes amis. Ils pourraient avoir besoin d'aide. » Sous cette tempête ? Vous venez d'y passer des heures. Ce sont des enfants, monsieur Hartley. 14, 15 ans. La ville ne cherche pas les enfants sans abri disparus. Christopher prit une décision qui choqua Noah. Alors nous chercherons. Nous tous. Il mobilisa toute son équipe de sécurité, demanda à son assistante de coordonner avec les services d'urgence. En 1 heure, ils avaient retrouvé les 7 enfants, effrayés et transis de froid, mais sains et saufs. Christopher les logea tous dans un hôtel pour la semaine. Sans poser de questions. Noah regarda ce milliardaire utiliser son pouvoir pour aider des enfants que la société avait rejetés, et quelque chose se transforma dans sa poitrine. Cette nuit-là, après que Lucas soit allé se coucher, mais non sans avoir fait promettre à Noah 3 fois qu'il serait toujours là le matin, Noah s'assit avec Christopher dans son bureau. « Pourquoi avez-vous aidé ces enfants ?» demanda Noah. « Ils ne sont personne pour vous. Ils sont quelqu'un pour vous. Vous avez sauvé mon fils. Cela les rend comme de la famille. » Christopher se servit un scotch. Offrit de l'eau à Noah. « Je n'ai pas toujours été riche, vous savez. J'ai grandi en famille d'accueil aussi. » La tête de Noah se releva. Génération différente, même système. J'ai eu de la chance. Un père d'accueil qui se souciait vraiment m'a appris que la colère envers le monde était un carburant si on l'utilisait bien. J'ai bâti mon entreprise en prouvant que tous ceux qui disaient que je ne serais rien avaient tort. Mais vous vous en êtes sortis. Oui, mais je n'ai jamais oublié les enfants qui n'y sont pas parvenus. La mère de Lucas, elle comprenait. Nous avons accueilli 12 enfants au fil des ans avant qu'elle ne tombe malade. Après sa mort, je me suis replié, me concentrant uniquement sur la protection de Lucas, oubliant que le protéger pourrait signifier lui apprendre à protéger les autres. Noah regarda cet homme. Le regarda vraiment. Pas seulement un milliardaire, mais un enfant de famille d'accueil qui avait réussi. Un veuf, un père faisant de son mieux. Si j'accepte le poste, dit Noah lentement. Je dois vous dire que je ne serai pas votre employé.
Je serai l'ami de Lucas. Son grand frère peut-être, mais pas du personnel. Bien. Le personnel part à 5 heures. La famille reste. Peu savait à quel point ces mots seraient prophétiques. Noah accepta le poste. Non pas pour la chambre ou le financement de ses études, bien que les deux aient changé sa vie. Il l'accepta parce que Lucas avait besoin de lui. Parce que cette famille étrange, brisée, reconstruite, ressemblait à quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie. 6 mois plus tard, Noah portait Lucas sur ses épaules à travers Central Park, tous deux riant. Lucas utilisait sa nouvelle canne avec confiance, celle que Noah l'avait aidé à choisir. Pas blanche, mais bleue électrique, parce qu'être aveugle ne signifie pas être ennuyeux. Noah, demanda Lucas. Tu te souviens quand tu m'as trouvé? Quand tu m'as trouvé, tu veux dire. J'existais juste, tu m'as donné un but. Nous nous sommes trouvés, décida Lucas, comme de vrais frères. Christopher regardait depuis un banc, le cœur plein. Les papiers d'adoption dans sa mallette n'étaient qu'une formalité. Noah était devenu son fils au moment où il avait porté Lucas à travers cette tempête. Mais le plus beau moment arriva un an plus tard, à la remise des diplômes d'équivalence de lycée de Noah. Lucas insista pour faire un discours en utilisant ses notes en braille. Mon frère Noah m'a appris qu'être aveugle ne consiste pas à ce que l'on ne peut pas voir. Il s'agit de se frayer un chemin dans le monde avec son cœur. Il ne voyait pas d'avenir pour lui-même, mais il m'a vu quand j'étais invisible dans cette foule. Il dit qu'il a été mes yeux ce jour-là, mais en réalité, il m'a appris à voir dans le noir. C'est ce que font les frères. La salle éclata d'applaudissements. Christopher essuya ses yeux. Noah souleva Lucas sur ses épaules, là où il devait être. Parce que parfois, la chose la plus impensable n'est pas l'acte héroïque lui-même. C'est d'accepter que vous méritez d'être sauvé aussi. Que vous valez plus que vos circonstances. Que la famille vous trouve de la manière la plus inattendue, porté sur le dos d'étrangers qui deviennent frères à travers des tempêtes qui emportent tout sauf ce qui compte vraiment. Quelqu'un pour être vos yeux quand vous ne pouvez pas voir le chemin du retour. Et quelqu'un pour vous rappeler que vous méritez une maison où retourner.